D'abord, vous remercier d'être présent pour ce point presse. Comme vous le savez, aujourd'hui est une journée importante avec un plan massif de 100 milliards d'euros qui a été annoncé et présenté par le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres. Et je voudrais d'abord commencer mes propos par souligner le caractère très important, la décision extrêmement forte et le volet très ambitieux de ce plan de relance de 100 milliards d'euros. Un tel plan de relance est à peu près 4 fois plus que celui qui avait été présenté à l'issue de la crise de 2008. Et puis surtout, ce plan de relance a une priorité qui est de consolider les emplois d'aujourd'hui, mais également de créer les emplois de demain. Ce plan de relance, au final, il vise à transformer la crise en une opportunité, non seulement réparer les dommages, les conséquences de toute la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et de son impact sur le volet économique, mais également et surtout de faire en sorte que la France soit plus forte demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire préparer la France d'aujourd'hui, mais également la France des 5, 10, 15 prochaines années pour que, à l'horizon de cette temporalité, la France ait une place au niveau international dans sa puissance économique, dans son leadership écologique, dans les valeurs qui sont les siennes, encore plus forte qu'elle ne peut l'avoir aujourd'hui. Et cette France plus forte, c'est une France plus indépendante, souveraine, plus écologique et plus compétitive. C'est le sens des mesures qui ont été annoncées et précisées par le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres à la demande du Président de la République. Et il est vrai que ce plan de relance, il tire également les leçons de la période que nous sommes en train de vivre. D'un point de vue agricole et agroalimentaire, les leçons sont multiples et je voudrais commencer par cela. D'abord, la première leçon qu'on peut tirer, c'est que notre chaîne alimentaire a tenu pendant toute la période du confinement et après. Et je crois pouvoir dire que nous savons, nous Français, ce que nous devons aux agriculteurs, aux éleveurs, à tous ces femmes et ces hommes qui ont travaillé et qui continuent à travailler dans le secteur agricole et dans le secteur agroalimentaire. Et je voudrais commencer mes propos par les en remercier de manière très républicaine, leur témoigner à la fois ma reconnaissance, ma gratitude, mais aussi mon soutien. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je suis le ministre aux côtés des agriculteurs, avec un objectif, c'est de permettre à chaque Français de pouvoir disposer d'une alimentation saine et durable. Et puis cette crise, elle nous a, et elle continue également, à nous confronter à de nouveaux modes de consommation. Pendant la période du confinement, par exemple, beaucoup de circuits courts ont été développés, en tout cas beaucoup plus que ce à quoi nous avions l'habitude jusqu'à présent. Cette crise, elle nous montre également l'impérieuse nécessité d'accélérer un certain nombre de transitions, des transitions évidemment industrielles, économiques, mais aussi sanitaires et écologiques. Et puis cette crise, et je terminerai là-dessus, elle nous a également rappelé toute l'importance de la temporalité dans la politique publique. La notion du temps est absolument essentielle. Lorsque vous êtes confronté à une crise, vous gérez la crise dans son immédiateté. Lorsque vous tirez les leçons d'une crise, vous devez en profiter pour repositionner l'action publique, la temporalité des décisions que nous prenons sur un temps court lorsqu'il s'agit d'un événement qui advient comme cette pandémie, mais également sur le temps long. Et au sein du ministère dont j'ai la charge aujourd'hui, la notion du temps, elle est en tout point essentielle. D'abord, évidemment, parce que dès lors que vous parlez d'agriculture, et c'est l'ingénieur agronome qui le dit, le temps est le principal facteur de production. C'est le temps qui fait. Mais lorsque vous pensez à un système agricole, lorsque vous pensez à un système agroalimentaire, trop souvent, on oublie la notion du temps. Quel est le positionnement de notre agriculteur, de notre agriculture, de notre élevage, de nos systèmes de production sur le temps long ? Et je crois que c'est très important de remettre le temps, cette notion de temporalité,
au centre de l'ensemble des décisions que nous prenons ici au ministère de l'Agriculture. En tout cas, c'est quelque chose auquel je suis profondément engagé. Et ce qui est sûr également, c'est que, à l'issue de cette crise, 2 mois après ma prise de fonction, ce plan de relance est également une occasion de consolider la vision de la politique publique que j'entends mener et la vision de cet accompagnement vis-à-vis des agriculteurs, des éleveurs, mais également vis-à-vis de tous les Français dans ce qu'ils ont de plus important ou l'un des sujets pour lesquels il y a des conséquences parfois les plus importantes, c'est-à-dire la question de l'alimentation. Et ce plan de relance, il doit nous permettre de consolider cette vision de l'agriculture française, cette vision actuelle, je le disais, mais aussi cette vision sur le temps long. Vous le savez, la France est l'une des principales puissances agricoles à travers le monde. Aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage sont des secteurs d'excellence d'un point de vue économique, d'un point de vue de positionnement stratégique. Et la question, c'est comment cette excellence, on la consolide, on la conforte, et parfois on comble un certain nombre de manques pour justement construire cette agriculture d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et je voudrais insister un instant sur cette vision. Pour moi, le principal élément de cette vision, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance. Le principal objectif, c'est de consolider, de renforcer la souveraineté et l'indépendance agroalimentaire française. D'abord parce que c'est un enjeu primordial pour les Français. Je le disais, pendant le confinement en particulier, on a vu toute l'importance, et je dirais même l'impérieuse nécessité, d'une souveraineté alimentaire. Si chacun d'entre nous a pu trouver de quoi se nourrir, c'est parce qu'on a une chaîne alimentaire qui a tenu. Si chacun d'entre nous a pu trouver tout ce qu'il cherchait, c'est parce que cette souveraineté, cette indépendance, nous avons réussi à l'organiser. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que, comme le disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et que trop souvent, on oublie que ce ministère-là, que l'action du monde agricole, que l'action de nos agriculteurs, de nos éleveurs, elle est tout entière tournée vers l'alimentation. L'alimentation française, aujourd'hui, est probablement la plus saine et la plus durable au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs études, et vous les connaissez, certains d'entre vous les connaissent, qui le mettent en avant. Et cette alimentation, elle a un impact direct sur notre santé, et cette alimentation, elle est avant tout permise par les femmes et les hommes, les agriculteurs, les éleveurs qui la composent. Et donc, cette notion de souveraineté, elle n'est pas simplement une vision d'un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation vis-à-vis d'un secteur qui l'accompagne, elle est avant tout au bénéfice des Françaises et Français, parce que l'alimentation, c'est un des éléments de notre santé ô combien important. Et je voudrais là insister sur un point, c'est que face à cela, face à ces enjeux d'alimentation, de nutrition, la recommandation que je fais aux Français, ce pourquoi j'œuvre aux côtés des agriculteurs et des éleveurs et des industries agroalimentaires, c'est avant tout de permettre à chacun de manger des produits frais français. Et j'insiste dessus, des produits frais français. Cela emporte beaucoup de conséquences, beaucoup d'éléments de politique publique que je voudrais vous détailler cet après-midi. Je le redis, d'un point de vue sanitaire, nutritionnel plus exactement, manger des produits frais français est à l'évidence ce qu'il y a de mieux. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus écologique, évidemment. Et puis, c'est souvent beaucoup plus économe quand vous faites une comparaison avec des plats surtransformés qui ont parfois connu également de nombreux kilomètres avant d'arriver dans un certain nombre de rayons de supermarchés. Cette souveraineté, c'est donc un enjeu pour les Français, d'un point de vue nutritionnel. Mais cette souveraineté, elle est essentielle pour plusieurs facteurs d'indépendance. D'abord, c'est l'indépendance face aux conséquences et aux aléas du changement climatique. On le sait bien aujourd'hui, les effets du changement climatique ne cessent d'être de plus en plus forts sur l'ensemble des secteurs agroalimentaires. J'étais il y a quelques jours dans le Bordelais pour participer aux vendanges. Vous voyez comme moi, vous constatez comme moi plutôt, à quel point aujourd'hui, dans certains territoires, les vendanges sont incroyablement précoces. Et c'est là un signe, une caractéristique évidente des effets du changement climatique.
Vous voyez comme moi ce à quoi la forêt française aujourd'hui est confrontée, un certain nombre de maladies, mais aussi un certain nombre d'espèces qui parfois déclinent fortement du fait des conséquences de la sécheresse et des effets du changement climatique. Et puis vous avez constaté comme moi les effets de ce changement climatique dans l'épisode de sécheresse à nouveau qui se réitère année après année cet été vis-à-vis par exemple de la production fourragère. Le deuxième sujet, le deuxième vecteur d'indépendance, c'est évidemment une indépendance ou gagner plus d'indépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'importations que nous aujourd'hui subissons. Est-ce normal que nos principaux élevages aujourd'hui voient des animaux nourris avec du tourteau de soja brésilien, alors même que nous connaissons les méthodes amenant à cette production dans ce pays d'Amérique du Sud? À l'évidence, non. Or, aujourd'hui, nous avons une vraie dépendance vis-à-vis de ce soja sud-américain. L'indépendance, enfin, elle est très importante vis-à-vis aujourd'hui de ce qui constitue le base de l'agriculture, c'est-à-dire les intrants, la ressource. Comment accompagnons-nous une moindre dépendance vis-à-vis des intrants, quels que soient ces intrants? Je pense par exemple à la ressource en eau. On sait très bien aujourd'hui qu'on peut optimiser un certain nombre de systèmes d'irrigation par exemple, mais également par rapport à un certain nombre de produits, notamment de produits phytosanitaires, avec cet objectif d'agroécologie qui est absolument important. Et puis, dernier point d'indépendance, c'est une sorte d'indépendance vis-à-vis des marchés. Aujourd'hui, on le sait bien, la souveraineté agroalimentaire, elle passe aussi par une juste rémunération de nos agriculteurs. Si on veut, et c'est un véritable défi, accompagner la nouvelle génération à s'installer, et j'y reviendrai, il faut également que nous renforcions encore et encore cet objectif incroyablement important qui est cette juste rémunération des agriculteurs et des éleveurs. C'est une marque là aussi de souveraineté. Il n'est pas acceptable encore que beaucoup trop de produits soient achetés par des grandes surfaces, des transformateurs, à des prix qui ne permettent pas suffisamment à nos agriculteurs, nos éleveurs, de vivre suffisamment par rapport au coût du travail qu'ils ont engagé. Cet axe de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des enjeux que je viens d'énumérer, c'est le fil rouge de mon action depuis maintenant 2 mois et qui va continuer durant la période où j'occuperai ce poste. Je pense qu'elle est essentielle. Et d'autant plus essentielle qu'elle regroupe tous les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés dans notre pays, qu'ils soient nutritionnels, environnementaux ou économiques. C'est donc au niveau de la politique nationale que je déclinerai cela, mais également au niveau de la politique européenne. J'étais il y a quelques jours, devrais-je dire quelques heures, à Koblenz en Allemagne, avec l'ensemble des ministres européens pour finaliser le cadre général de la politique agricole commune, sur lequel nous menons un travail très important. Et évidemment, ces questions de souveraineté et d'indépendance sont au cœur des discussions que j'ai avec mes homologues européens. Et puis, il y a des leviers pour permettre cette politique. Et l'un des leviers très importants est le volet agricole du plan de relance que je voudrais maintenant vous détailler. Je le disais, ce plan de relance, il est historique du fait de son ambition, d'abord, un plan de relance incroyablement ambitieux, mais également du fait des montants qui sont alloués. Ce plan de relance, il comprend beaucoup de mesures transversales qui bénéficient à l'ensemble des secteurs d'activité économique de notre pays. Je ne reviens pas dessus, je pourrais répondre aux questions si vous le souhaitez, mais il y a des mesures très fortes en termes de compétitivité, en termes de compétences, en termes de transformation. Mais au-delà de ces mesures transversales, le plan de relance inclut un volet à hauteur de 1,2 milliard d'euros destiné à l'agriculture et l'alimentation et à la transition agricole. Ce volet, il est à mes yeux très important. Je me suis beaucoup engagé pour qu'on puisse le mettre en œuvre et l'établir, parce que si le plan de relance vise à construire une France plus forte ne saurait exister sans une agriculture forte. L'agriculture a un impact sur l'ensemble de nos territoires, l'agriculture est un élément essentiel de notre identité, et l'agriculture aujourd'hui est un élément de notre tissu économique incroyablement essentiel.
Et donc ce plan de 1,2 milliard d'euros, il sera d'abord au bénéfice des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, mais il sera également au bénéfice des Français, directement sur les territoires, avec cet objectif très clair d'une alimentation plus saine, plus durable et de qualité. Ce plan de relance, il a un objectif, c'est d'investir fortement dans les 2 prochaines années, avec un engagement demandé par le président de la République et également par le Premier ministre à l'ensemble des ministres, c'est de faire en sorte que nous puissions le mettre en œuvre le plus rapidement possible, avec des impacts directs sur les territoires et une perception réelle de changement par les Français. Et c'est l'engagement que je prends, moi ministre, mais également l'ensemble de mon ministère, dont je salue le travail, un ministère et des équipes qui se sont très fortement engagés ces 2 derniers mois pour construire justement ce plan de relance. Alors le plan de relance agricole, le volet agricole du plan de relance plus précisément, il comporte 3 axes qui sont 3 leviers vis-à-vis de cette vision de souveraineté et d'indépendance que j'évoquais préalablement et vis-à-vis des défis d'indépendance que je précisais dans mon propos introductif. Le premier axe, à hauteur de 360 millions d'euros, concerne la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, vous l'aurez compris, elle est pour moi essentielle. Ces 360 millions d'euros financeront des actions très concrètes. Il y aura notamment un financement significatif du plan protéines pour répondre précisément à la question que j'évoquais tout à l'heure. Peut-on accepter une telle dépendance au tourteau de soja brésilien ou d'autres dans l'alimentation, qu'elle soit végétale ou animale? Le plan de protéines bénéficiera ainsi de plus de 100 millions d'euros directement apportés par le plan de relance, mais également un abondement à hauteur du PIA pour son volet recherche et développement. Le deuxième élément de cette souveraineté alimentaire passe par une modernisation des abattoirs et des élevages, avec notamment un axe biosécurité et bien-être animal, à hauteur de 250 millions d'euros. C'est un défi majeur, et c'est pour moi un élément essentiel parce que tout le débat et toute la sensibilité sociétale vis-à-vis, par exemple, des abattoirs est quelque chose qui nous occupe beaucoup et une demande très forte de nos concitoyens, mais doit parfois, je le reconnais, être confronté à une réalité de terrain. Aujourd'hui, pour beaucoup d'abattoirs, et je pense notamment aux abattoirs territoriaux, il y a une volonté de faire des transformations, mais il y a une marge ou un bénéfice économique dans leurs activités actuelles qui ne permettent en aucun cas de faire de tels investissements. Et donc nous arrivons à une sorte de paradoxe avec des injonctions sociétales qui, aujourd'hui, sont confrontées à des réalités, et notamment des réalités économiques de terrain, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas la capacité à investir, il ne suffit pas de subir une injonction pour pouvoir la réaliser. Et donc je profite de ce plan de relance pour créer un véritable levier pour accompagner notamment les abattoirs dans un investissement majeur de modernisation. Et l'investissement abattoir et modernisation des élevages représentera donc 250 millions d'euros au titre du plan de relance. Mais cette souveraineté alimentaire, elle passe aussi par un enjeu incroyablement important du moment, qui est le renouvellement des générations, si je puis dire. Vous le savez, nous sommes face à un défi qui est la pyramide des âges de nos agriculteurs et de nos éleveurs, et un défi majeur qui est de pouvoir accompagner la nouvelle génération à s'installer. Cela passe d'abord par l'enseignement agricole. La rentrée des classes qui s'est passée cette semaine montre à quel point les métiers du vivant sont pourvoyeurs de débouchés importants et parfois suffisamment connus. Or, le défi démographique que j'évoquais, il passe d'abord et avant tout par cet enseignement agricole, bien évidemment. Et donc, dans le cadre du plan de relance, nous allons financer une grande campagne de communication sur les métiers du vivant, sur les métiers, les beaux métiers de l'agriculture, de l'agronomie, de l'alimentation,
des métiers que je connais bien, étant moi-même issu de l'enseignement agricole supérieur, mais des métiers qui parfois ne sont pas suffisamment connus. Et donc je veux faire vivre encore plus fortement cet enseignement agricole dans lequel je crois beaucoup, et nous financerons une telle campagne de communication. Enfin, pour aider l'installation des jeunes, au-delà de toutes les aides qui sont déjà existantes, évidemment, nous financerons des bilans carbone au moment des installations pour permettre justement un accompagnement face à un des défis que l'agriculture nous permettra de relever. Ce sont les causes, cette fois-ci, du changement climatique. Vous savez que le sol en agriculture est quelque chose qui capte du carbone. Les bilans carbone au niveau d'une installation agricole est quelque chose d'essentiel si justement on veut pouvoir avoir cet effet très bénéfique pour l'environnement. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale. Ce deuxième axe représente 545 millions d'euros. D'abord, s'agissant de l'agroécologie, il y a là évidemment, si nous souhaitons accélérer ces transitions, un besoin d'accompagner nos agriculteurs notamment dans l'agroéquipement. Cet agroéquipement, il a un coût, il coûte parfois très cher, et donc nous allons mettre en place une sorte de prime à la conversion que beaucoup de citoyens connaissent pour les automobiles, mais nous allons mettre en place une sorte de prime à la conversion pour les agroéquipements, à hauteur de 135 millions d'euros. Nous allons également financer un accélérateur pour développer les agroéquipements d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Cet investissement dans l'agroéquipement plus performant, plus économe, plus moderne, plus compétitif, est évidemment quelque chose de très important. Nous allons également renforcer le fonds bio, le fonds Avenir Bio précisément, et la structuration des filières. C'est un enjeu important et plusieurs dizaines de millions d'euros y seront consacrés. Nous allons enfin créer un crédit d'impôt HVE, haute valeur environnementale. Vous le savez, c'est quelque chose sur lequel, depuis plusieurs années, beaucoup l'ont sollicité, beaucoup espéraient pouvoir voir sa mise en place, parce que c'est un accélérateur indéniable de la mise en place de ces pratiques HVE qui sont extrêmement importantes et qui, je le dis également, sont d'autant plus importantes qu'elles sont sûrement un des axes que nous pouvons pousser au niveau européen dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. S'agissant des transitions agroécologiques, je voudrais également mentionner un programme important qui, là aussi, peut avoir des conséquences très directes et très rapides sur le terrain. C'est le financement pour 50 millions d'euros d'un accompagnement dans la mise en place de haies. Ça peut paraître très technique, mais pour toutes celles et ceux qui sont des fins connaisseurs de ce sujet, ils savent à quel point un tel programme est important. Je disais, ce deuxième axe, c'est l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine et durable. Cette alimentation saine et durable, elle passe notamment par la production, je viens de mentionner les mesures que nous faisons, mais également par les circuits de distribution et en particulier les circuits courts. Ces circuits courts, ils ont été beaucoup plébiscités pendant le confinement. Parfois, ils étaient imposés du fait de la raréfaction des circuits à l'international. Et ces circuits courts, je crois pouvoir dire que beaucoup de Français y ont goûté et beaucoup de Français les ont aimés. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir renforcer ces circuits courts qui sont à la fois conformes à cet objectif d'accompagner les Français dans plus de produits frais consommés, mais également de pouvoir trouver d'autres débouchés pour nos agriculteurs qui sont souvent avec des rémunérations intéressantes. Et donc, pour ce faire, pour favoriser ces circuits courts, nous déploierons un plan de soutien aux cantines scolaires qui permettra également d'accélérer l'atteinte de l'objectif que nous sommes fixés de la moitié de produits bio de haute valeur environnementale ou de circuits courts, production locale, que nous avons fixé pour ces cantines scolaires. Le deuxième élément que nous allons financer, je suis désolé de l'acronyme, mais c'est quelque chose qui est très connu sur les territoires, ce sont les plans d'alimentation territoriaux.
Ces plans d'alimentation territoriaux, ces PAT, seront financés à hauteur de 80 millions d'euros pour accompagner les territoires dans la structuration des filières, et notamment des filières de circuits courts. C'est un élément très important, parce que c'est cette organisation qui permet souvent d'amplifier et d'accélérer ces circuits de distribution. Et puis, il y aura 3 opérations territoriales qui seront au cas particulier développées, testées, et que nous amplifierons le cas échéant. Le soutien au passage de plus de 1000 restaurants dans ce que j'appelle des restaurants durables, c'est-à-dire des restaurants qui font un engagement de transformation d'un certain nombre de facteurs d'approvisionnement pour justement favoriser le circuit court. Un soutien à ce que j'appelle des paniers fraîcheurs, c'est-à-dire des paniers de produits frais français, à travers les AMAP, que beaucoup d'entre vous connaissent, des magasins d'alimentation sociale, et donc au final de pouvoir permettre à chacun d'entre nous, y compris aux plus défavorisés, d'avoir accès à ces produits frais français. Et puis enfin, des expérimentations qui ne sont en fait plus à l'échelle de l'expérimentation, d'un volet qui est très important parce qu'il permet aussi parfois de mieux connaître, de faire mieux connaître aux Français les atouts de l'agriculture française. Ce sont des jardins partagés ou des projets d'agriculture urbaine. C'est d'ailleurs un projet que j'avais lancé lorsque j'étais ministre de la Ville, de la création d'une centaine de lieux d'agriculture urbaine dans le cadre des projets de rénovation urbaine que nous menions avec le président et directeur général de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le troisième axe de ce plan de relance, c'est de lutter contre les effets du changement climatique et de concourir à plus d'indépendance face aux aléas du changement climatique, conformément à la vision que j'évoquais et aux axes et défis que je précisais. Pour ce faire, 2 principales mesures. Une aide aux investissements pour nos agriculteurs et pas uniquement, mais en particulier arboriculteurs, viticulteurs, de protection face au changement climatique. Je prends un exemple, les filets anti-grêle, on sait que ça peut marcher dans certains endroits, ça dépend évidemment de la taille des éléments de grêle qui tombent, mais on sait que c'est des solutions techniques qui peuvent marcher. Elles ont des coûts importants, et donc nous mettrons en place une ligne de financement de 100 millions d'euros pour aider aux investissements de protection face aux aléas du changement climatique et ainsi consolider la pérennité de notre modèle agricole. Et puis nous lancerons un plan très important de reboisement et de soutien à la filière bois, probablement le plus grand plan de reboisement depuis des décennies, puisque l'objectif est de planter 50 millions d'arbres avec un financement au total de 200 millions d'euros, dont à peu près 150 millions d'euros dédiés à ce reboisement. Vous savez que la forêt française d'aujourd'hui est confrontée à un défi majeur que sont les scolytes, mais pas que. Il n'y a pas que les scolytes qui touchent un certain nombre, notamment de résineux. Il n'y a pas que cela. Il y a d'autres espèces. Je pense par exemple au frêne qui a besoin de beaucoup d'eau et qui souffre aujourd'hui de la sécheresse et des déficits hydriques. Et la forêt, je n'oublie pas l'aval. Nous renforcerons et créerons un fonds bois 3, c'est-à-dire un fonds bois, mais c'est le numéro 3, un nouveau fonds bois, qui vise justement à consolider les entreprises aval de la filière. Et puis nous investirons aussi massivement dans des outils d'innovation de la gestion forestière, et notamment un dispositif qu'on appelle le dispositif LIDAR, qui permet d'avoir des gestions, y compris par ces outils numériques et de géolocalisation, je vais le dire comme ça, de nos forêts. En conclusion, vous le voyez, ce plan de relance, c'est au final, ce volet agricole du plan de relance, c'est au final un levier par rapport à la politique agricole et alimentaire que j'entends mener et qui est axé sur cette souveraineté et cette indépendance au service des Français et aux côtés des agriculteurs. Je pense profondément que les Français aiment les agriculteurs, parfois ont des doutes vis-à-vis de leur agriculture, parfois par méconnaissance, parfois par des idées qui sont véhiculées. Et le rôle de ces transitions, qu'elles soient agroécologiques, qu'elles soient sur le bien-être animal, le rôle de ces transitions, il est évidemment aujourd'hui engagé, et le levier que représente ce plan de relance est très important.
Et donc cette souveraineté, cette indépendance, nous allons pouvoir l'amplifier grâce à ce financement de 1,2 milliard d'euros dans le cadre du plan de relance. Et moi, je veux que nous soyons fiers de notre agriculture. Moi, je suis profondément fier de notre agriculture, pas par chauvinisme, pas parce que je suis ingénieur agronome, mais parce que cette agriculture française, elle est reconnue à travers le monde. Je suis fier de cette agriculture, je ne nie aucun des défis auxquels elle est confrontée, mais je le fais avec beaucoup de pragmatisme, de bon sens paysan, je dirais, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, encore une fois, de faire des injonctions, il faut accompagner en comprenant quels sont les défis. Une injonction sans une capacité d'action, ça ne sert à rien. Surtout quand les agriculteurs, les éleveurs sont parfois des personnes qui ont conscience et qui sont concernées par ces défis, qu'ils soient climatiques, agroécologiques ou de bien-être animal, depuis encore plus longtemps que ceux qui éveillent les consciences aujourd'hui ne sont présents dans le débat public. Et donc le rôle de mon action, c'est d'accompagner plus vite ces transitions aux côtés de celles et ceux qui le font sur le terrain. Et le plan de relance, par ces financements importants de 1,2 milliard d'euros, va permettre d'accélérer ces transitions. Évidemment, tous ces financements sont des financements additionnels par rapport au budget du ministère de l'Agriculture qui sera présenté en loi de finances dans les prochaines semaines et par rapport au budget de la politique agricole commune qui, vous le savez, a fait l'objet de nombreux débats, d'une très forte implication du président de la République dans le cadre du cadre financier pluriannuel et qui a permis d'obtenir un accord positif très important pour notre agriculture en consolidant massivement le budget de la PAC lors du dernier Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, et maintenant je réponds avec grand plaisir à vos questions.